a marmonné son père, Gregory Van Waren, depuis le bout de la table, sans même lever les yeux de son assiette. J'ai forcé les muscles de mon visage à rester parfaitement immobiles. J'ai arrangé mes lèvres en un petit sourire d'autodérision, celui que j'avais pratiqué dans le miroir de la salle de bain pendant 4 ans de mariage. Il voulait la femme soumise, la fille venue de nulle part qui devrait être reconnaissante d'être autorisée à manger dans leur porcelaine. Il voulait croire que je jouais à la marchande avec un stand de limonade pendant qu'il construisait des empires. S'il savait seulement ce qui se trouvait dans ma pochette sous la table. À l'intérieur de ce petit sac en cuir se trouvait une seule enveloppe de couleur crème. Elle ne contenait pas une lettre d'amour ou un reçu. Elle contenait une impression que j'avais reçue de mon principal souscripteur il y a à peine 40 minutes. C'était une confirmation du prix d'ouverture de l'action pour Arborlight. Pendant que Lucas faisait des blagues sur les emojis, mon petit album d'autocollants traitait actuellement plus de données par seconde que l'ensemble du parc de serveurs hérité de Van Waren Dominion. Pendant que tante Meredith comparait mon entreprise au tricot, 2 grands fonds de pension institutionnels venaient de se délester d'actions de logistique Van Waren pour acheter des parts dans mon introduction en bourse. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de grand-père qui montait la garde dans le coin. Le pendule se balançait avec une lenteur angoissante. Il était 20h19. En raison de la structure spécialisée de la cotation en tant que société à mission et du volume élevé d'intérêt international, la bourse avait autorisé une ouverture de session tardive spéciale pour la négociation de blocs secondaires. C'était une manœuvre rare, généralement réservée aux licornes technologiques massives, mais le marché était avide de quelque chose qui ressemblait à du capitalisme éthique. Le parquet de la bourse ouvrirait spécifiquement pour Arborlight dans exactement 60 secondes. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone, qui était face contre la nappe blanche. Je n'avais pas besoin de le retourner pour savoir que le voyant de notification clignotait d'un bleu doux et urgent contre le lin. Vous savez, le plus drôle, Lucas n'avait pas fini. Il appréciait trop son public. Il a pointé sa fourchette vers moi. Un morceau de chair de crabe embroché au bout. La semaine dernière, Nora est venue me voir en panique parce qu'elle pensait avoir planté son serveur. Elle courait partout dans le Penthouse à la recherche du routeur. J'ai dû lui dire, chérie, Internet n'est pas réellement à l'intérieur du mur. C'était un mensonge, une fabrication complète. Je n'avais jamais fait ça. En fait, la semaine dernière, je finalisais une migration de serveurs pour gérer 10 millions d'utilisateurs simultanés pendant que Lucas jouait au golf dans les hantons, mais je ne l'ai pas corrigé. J'ai pris mon verre de vin, celui avec la maigre portion, et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. Le vin était excellent, lourd en tanin, mais il avait un goût de fer dans ma bouche. Laisse la fille s'amuser, a dit l'oncle Preston, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. C'est mignon. L'aiguille des secondes de l'horloge de grand-père a dépassé le 12, 20h20. Le marché était ouvert. À cette seconde précise, l'atmosphère dans la pièce a changé, bien que personne d'autre ne l'ait encore senti. C'était un changement dans les courants invisibles d'argent et de pouvoir qui traversaient New York. Quelque part dans un centre de données du New Jersey, des milliards de dollars changeaient de main. La valeur nette de la femme assise avec les pieds de sa chaise sur le parquet venait de dépasser la valeur nette de l'homme qui pointait une fourchette vers elle. Bref, a dit Lucas, se préparant à prendre une bouchée. Au petit projet parallèle de Nora. Puisse-t-il rapporter assez d'argent pour lui acheter une nouvelle paire de chaussures un jour? Il a ouvert la bouche. Ça a commencé par une seule vibration, puis une autre. Musique soudain, la table a pris vie. Ce n'était pas un seul téléphone. C'étaient tous les téléphones. Les appareils posés à côté des verres de vin, glissés dans les poches de poitrine, et reposant dans des pochettes de créateurs se sont tous allumés simultanément. C'était une cascade de lumière, une ondulation d'écran blanc et bleu illuminant l'éclairage romantique et tamisé de la salle à manger. Le cousin de Lucas, un des traders nommé Benji, qui se vantait de ne jamais rien manquer. Il a froncé les sourcils. Il a tapé sur sa montre intelligente. Qu'est-ce que c'est que ça, a marmonné Benji. Y a-t-il une alerte de dernière minute? La Fed a-t-elle annoncé les taux plus tôt? Il a balayé le petit écran de son poignet. J'ai regardé son visage. J'ai regardé le sang s'enfuir comme si quelqu'un avait retiré un bouchon à ses talons. Son expression est passée de l'amusement ennuyé à la confusion et enfin au choc absolu et pur. Sainte Mère de Dieu, a chuchoté Benji. Ton langage, Benjamin, a grondé tante Meredith, attrapant son propre téléphone. Non, a dit Benji, sa voix se brisant.
Il a levé les yeux. Il n'a pas regardé Lucas. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas la Fed, c'est le ticker. Regardez le volume. Lucas a froncé les sourcils, agacé que son toast ait été interrompu. De quoi tu parles? Quel ticker? HBLT, a dit Benji. Les lettres sonnaient étrangères dans la pièce. Arbor Light. Ça vient de tomber. Le volume d'échange à l'ouverture est démentiel. Ça se négocie à $42 l'action. Lucas s'est figé. Son bras était toujours levé. La fourchette en argent tenant ce morceau de crabe chair planait dans les airs entre son assiette et sa bouche. Elle s'est arrêtée nette, suspendue dans la lumière ambrée du lustre. Il a regardé Benji. Puis il a regardé son propre téléphone, qui vibrait violemment contre le bois. Puis lentement, douloureusement, ses yeux ont parcouru la longueur de la table et se sont posés sur les miens. Il attendait que je rie. Il attendait que je dise que c'était un bug, une erreur, une farce. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas cligné des yeux. Je suis resté assise là, ma main reposant doucement sur le pied de mon verre de vin, regardant la prise de conscience s'écraser sur lui comme un train de marchandises. Il faisait le calcul dans sa tête. Il connaissait la table de capitalisation. Il savait que je possédais 70% des actions de fondateur parce que les avocats de sa famille avaient insisté sur le fait que l'entreprise était trop risquée pour être incluse dans le trust familial. La fourchette est restée suspendue. La sauce a commencé à couler. Une lente goutte visqueuse de beurre tombant de la chair de crabe et atterrissant avec un splat silencieux sur la nappe blanche immaculée. Il n'a pas remarqué. Il regardait une étrangère. Il ne savait pas que la femme assise en face de lui n'était pas la Nora qu'il avait épousée. Il ne savait pas que ce moment n'avait pas commencé ce soir. Il n'avait aucune idée que les graines de cette destruction avaient été plantées il y a 2 ans, non pas dans une salle de conseil, mais dans un endroit qu'il ne daignerait jamais visiter. Le lustre en cristal au-dessus de nous semblait se brouiller. Les bords tranchants de l'argenterie, les yeux froids des ancêtres Van Warren dans les peintures à l'huile, l'odeur du vieil argent. Tout a commencé à se dissoudre. La lumière a changé. La lueur chaude et dorée de la salle à manger du milliardaire s'est estompée, remplacée par le bourdonnement dur et vacillant d'une enseigne au néon bon marché derrière une fenêtre pluvieuse. L'odeur de canard rôti et de parfum cher a disparu, submergée par l'odeur de pepperoni rassis et de café brûlé. Nous n'étions plus dans le Penthouse. Nous étions de retour au début. De retour à la nuit où j'ai cessé d'essayer d'être assez bien pour eux et où j'ai commencé à construire l'arme qui finirait par les anéantir. C'était un mardi et j'étais assise par terre dans un studio du Queens, utilisant une boîte à pizza comme tapis de souris. Avant les diamants et les centres de données, il y avait juste l'odeur de gazole et de savon antiseptique. C'était l'odeur de mon enfance dans une petite ville de la Rust Belt en Ohio où les usines avaient fermé 10 ans avant ma naissance, laissant derrière elle une communauté qui s'accrochait à sa fierté parce que c'était le seul bien qui ne pouvait pas être saisi. Mon père conduisait un camion, un énorme semi-remorque qu'il traitait avec plus de tendresse que sa propre santé. Il partait 3 semaines d'affilée, transportant de l'acier ou des produits surgelés à travers les veines inter-États de l'Amérique. Quand il rentrait à la maison, ses mains étaient toujours tachées de graisse qu'aucun lavage ne pouvait entièrement enlever. Ma mère était infirmière à l'hôpital du comté, le genre de femme qui travaillait des doubles gardes debout et rentrait quand même à la maison pour préparer le dîner. Ses chaussures orthopédiques blanches laissaient de légères éraflures sur notre sol en linoléum. Nous n'étions pas pauvres de la manière qui fait les gros titres, mais nous étions pauvres de la manière qui vous fait retenir votre souffle lorsque la caissière passe votre carte de débit. Nous étions du genre, le voyant moteur est une crise. Mais il y avait de l'amour. Il y avait toujours de l'amour. Il y avait le genre de chaleur qui émanait d'une marmite de chili sur le feu et le son de mon père riant d'une rediffusion de sitcom. J'étais une anomalie. J'étais la première Callaway à postuler à l'université, et encore plus à y être admise. J'ai fréquenté une université d'État, étudiant le design de produits grâce à un patchwork de bourses Pell, de prêts étudiants et de services dans un dîner. Quand j'ai obtenu mon diplôme et annoncé que je déménageais à New York pour tenter ma chance dans le monde de la tech, toute la ville semblait participer. Ma tante m'a glissé un billet de $50 qu'elle avait caché dans une boîte de café. Mon père a encaissé une petite obligation d'épargne qu'il gardait depuis les années 80. Ils m'ont envoyé comme un astronaute allant sur la Lune, avec la peur dans les yeux, mais l'espoir dans leurs prières. C'est ainsi que je me suis retrouvé à un événement de réseautage dans le Lower Manhattan un mardi pluvieux,
portant un blazer que j'avais acheté dans une friperie et serrant un portfolio qui semblait lourd de désespoir. Lucas Van Waren était l'orateur principal. Je me tenais au fond de la salle, près du plateau de fromage gratuit, à l'écouter parler. Il était éblouissant. Il parlait de financer l'avenir et d'incuber l'innovation avec la confiance facile d'un homme qui n'avait jamais eu à s'inquiéter du loyer. Il était beau, oui, de cette manière anguleuse et nette qui suggère une bonne lignée et une orthodontie coûteuse. Mais c'est sa voix qui m'a attrapé. Il donnait l'impression d'être en sécurité. Quand la séance de questions-réponses a commencé, je n'avais pas l'intention de lever la main. Mon bras s'est levé tout seul. Vous parlez de disrupter les industries, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement avant de trouver son assurance. Mais quand vous disruptez une chaîne d'approvisionnement, qu'arrive-t-il au capital humain? Quelle est votre stratégie pour les travailleurs indépendants qui perdent leur stabilité pour que vos investisseurs gagnent en efficacité? La salle s'est tue. On ne posait pas de questions à Lucas Van Waren sur le capital humain sous un jour négatif. Lucas a regardé dans la foule, protégeant ses yeux des lumières de la scène jusqu'à ce qu'il me trouve. Il n'avait pas l'air agacé. Il avait l'air intrigué. Il a souri, une courbe lente et prédatrice des lèvres que j'ai prise pour une véritable appréciation. Ça, a-t-il dit en me montrant du doigt, c'est la première vraie question que j'ai entendue de toute la soirée. Retrouvez-moi après le panel. Il m'a offert un café. Puis, 3 jours plus tard, il m'a invité à dîner dans un endroit où le menu n'avait pas de prix. 6 mois plus tard, je vivais dans un conte de fées. C'était enivrant. J'étais la fille de l'Ohio qui avait été arrachée à l'obscurité par le prince de Manhattan. Lucas aimait que je sois vrai. Il m'a dit que j'étais une bouffée d'air frais par rapport aux débutantes et héritières avec lesquelles il avait grandi. Il aimait mes histoires sur les relais routiers et les salles d'attente des hôpitaux. Je pensais qu'il m'aimait pour qui j'étais. Je n'ai pas réalisé à l'époque qu'il m'aimait de la même manière qu'un touriste aime un souvenir d'un quartier difficile, comme un sujet de conversation. Quelque chose de brut à mettre sur une étagère pour montrer qu'il était ouvert sur le monde. La première fois que je suis allé au Penthouse des Van Waren, mes oreilles se sont bouchées dans l'ascenseur. Il est monté de 40 étages en quelques secondes, s'ouvrant directement sur un hall d'entrée plus grand que toute la maison de mes parents. Les murs étaient des baies vitrées du sol au plafond, révélant la skyline de New York comme une carte conquise. Il y avait de l'art sur les murs, des éclaboussures de peinture en colère que j'ai appris plus tard valaient 3 millions de dollars. Le dîner ce soir-là était un test. J'ai rencontré ses parents, Gregory et Eloise Van Waren. Ils étaient polis de la manière dont un glacier est poli avec le Titanic. Ils n'ont rien dit de méchant. Ils ont simplement observé. Les yeux d'Héloïse se sont attardés sur mes chaussures, qui étaient décentes, mais clairement pas de créateur. Elle a regardé comment je tenais ma fourchette. Elle m'a posé des questions sur l'Ohio qui ressemblaient moins à de la curiosité qu'à une anthropologue étudiant une tribu primitive. « Et votre père conduit un camion ?» a demandé Gregory, coupant son steak avec une précision chirurgicale. « Oui » ai-je dit en relevant le menton. « Il déplace l'acier qui construit ses gratte-ciel. » Lucas m'a serré la main sous la table. Je pensais qu'il me soutenait. En y repensant, je crois qu'il vérifiait juste pour s'assurer que je ne tremblais pas. Le Van Waren Dominion n'était pas seulement une entreprise. C'était un État-nation. Il possédait des biens immobiliers commerciaux, des ports maritimes dans le New Jersey et de vastes centres de données bourdonnants dans le nord de la Virginie. J'ai visité le siège une fois avant les fiançailles. C'était une forteresse de verre et d'acier. Dans les salles de conférence, des hommes en costume bleu déplaçaient des maquettes de villes comme des dieux jouant à risque. C'était impressionnant et c'était terrifiant. C'était un monde où la valeur était extraite, jamais créée. Puis est venu le contrat de mariage. C'est arrivé 3 semaines avant le mariage. Lucas m'a conduite dans un cabinet d'avocats qui sentait le cuir et l'intimidation. Nous nous sommes assis à une table en acajou qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Un avocat avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux a fait glisser un classeur vers moi. Il était épais, au moins 60 pages. Procédure standard, a dit Lucas en me frottant le dos. Tout le monde dans la famille en signe un. Ça protège l'héritage. Ça ne veut rien dire sur nous. J'ai feuilleté les pages, le jargon juridique se brouillant devant mes yeux. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je me suis arrêté à un paragraphe à la page 42. Tous les actifs, y compris, mais sans s'illimiter, la propriété intellectuelle,
les entreprises commerciales ou les œuvres créatives conçues, développées ou établies au cours du mariage, seront considérées comme la propriété de la communauté conjugale et soumis à la surveillance de la structure du trust familial Van Warren. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé en montrant la clause. Si j'écris un livre, si je conçois une chaise, ça appartient au trust familial ? L'avocat s'est éclairci la gorge. C'est une clause de capture standard, Madame Callaway. Elle prévient les complications. Étant donné que la famille fournit l'environnement et la stabilité pour que cette créativité s'épanouisse, la famille conserve les droits. C'est juste une formalité. J'ai regardé Lucas. Il avait l'air de s'ennuyer. Il regardait sa montre. Signe, Nora, a-t-il dit doucement. Tu prévois d'inventer le prochain Facebook ? Ce n'est que du papier. Je t'aime. Tu me fais confiance ? J'ai regardé ses yeux bleus. J'ai pensé à la façon dont il me serrait dans ses bras quand je faisais des cauchemars sur l'échec. J'ai pensé à la façon dont il envoyait des fleurs à ma mère pour son anniversaire. Je lui faisais confiance. J'ai pris le lourd stylo plume noire. Le métal était froid contre mes doigts. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Un avertissement primitif de mes ancêtres qui savaient qu'il ne fallait pas signer son nom sur des choses qu'on ne comprenait pas. Mais je l'ai ignoré. J'ai signé mon nom. Nora Callaway. Le mariage fut un spectacle. Il a eu lieu sur le toit de l'hôtel Van Warren. Des hélicoptères survolaient pour éloigner les paparazzis. Le bruit de leur rotor couvrait le quatuor à cordes. Il y avait 500 invités. J'en connaissais peut-être 10. Mes parents étaient assis au dernier rang. Mon père portait un smoking de location trop serré aux épaules. Ma mère portait une robe bleue qu'elle avait trouvée en solde chez Macy's. Ils avaient l'air petits. Ils avaient l'air terrifiés. Ils se tenaient la main fermement, regardant les arrangements floraux extravagants comme s'ils attendaient qu'une bombe explose. Je me tenais à l'hôtel, noyé dans 50 000 $ de dentelle, et je regardais Lucas. Il souriait, son sourire parfait. Je me suis dit que j'étais la fille la plus chanceuse du monde. Je me suis dit que ce nouveau monde ne me changerait pas. J'avais tort. Après la lune de miel aux Maldives, nous nous sommes installés dans le Penthouse. J'ai changé mon permis de conduire. J'ai changé mon passeport. J'ai changé mes comptes bancaires. Partout où je regardais, je voyais le nom de Nora Van Warren. Mais à l'intérieur, la fille de l'Ohio criait toujours. Je ne m'intégrais pas dans leur monde de déjeuner de charité et de vente aux enchères silencieuses. Je me sentais comme une impostrice dans ma propre maison. Pour garder ma santé mentale, j'ai commencé à prendre des contrats de design en freelance en ligne. J'utilisais mon nom de jeune fille. Je travaillais sur un ordinateur portable dans la chambre d'amis, la porte fermée. Je concevais des logos pour des boulangeries au Texas et des sites web pour des mécaniciens à Détroit. Je gagnais 300 $ par-ci, 500 $ par-là. C'était de l'argent de poche pour les Van Warren. Lucas dépensait plus que ça pour une seule bouteille de scotch. Mais pour moi, chaque dollar que je gagnais était une bouffée d'air. C'était la preuve que j'existais encore, la preuve que mon cerveau valait autre chose que d'être un accessoire décoratif au bras d'un héritier milliardaire. Un après-midi, environ 6 mois après le mariage, je suis sorti sur le palier de l'ascenseur privé pour vérifier le courrier. Le personnel de l'immeuble avait installé une nouvelle plaque en laiton sur notre boîte. On pouvait y lire « Monsieur et Madame Lucas Van Warren ». J'ai tracé les lettres du bout du doigt. Le métal était froid et dur. Mon nom n'y était même pas. Juste « Madame », juste une extension de lui. Je suis resté là, dans le couloir silencieux, la lumière dorée des appliques se reflétant sur le laiton poli. J'ai ressenti une soudaine et féroce protection pour la Nora Callaway en moi. J'ai pensé aux mains tachées de graisse de mon père. J'ai pensé aux billets de 50 $ que ma tante avait cachés dans la boîte de café. Je ne suis pas une décoration, ai-je chuchoté dans le couloir vide. Je me suis retourné vers les lourdes portes doubles du Penthouse. J'ai juré alors et là que je ne laisserai pas le sable mouvant de velours de cette vie m'avaler tout entière. Je continuerai à travailler. Je continuerai à construire et un jour, je les forcerai à me voir. Pas la Madame Van Warren sur la plaque de laiton, mais la Nora Callaway qui savait comment survivre quand le voyant moteur s'allumait. Cette promesse fut l'étincelle. Arbor Light fut le feu qui suivit. Et Lucas, pauvre et arrogant Lucas, venait de me tendre l'allumette. De jour,
j'étais conceptrice d'expérience senior chez Northline Insight Lab, une société d'analyse de niche à Midtown qui semblait prestigieuse, mais qui était essentiellement une boucherie haut de gamme pour les données. Nos clients étaient les géants des plateformes, les applications de livraison, les services de VTC, les agences de personnel à la demande. Mon travail consistait à m'asseoir derrière un miroir sans teint ou un écran zoomé à interviewer les êtres humains qui alimentaient ces algorithmes, ostensiblement pour améliorer la rétention des utilisateurs, mais en réalité pour déterminer jusqu'où ils pouvaient être poussés avant de craquer. Je passais 8 heures par jour à regarder la dissection numérique de la classe ouvrière. Je me souviens d'un entretien un mardi après-midi avec une femme nommée Brenda. Elle avait 62 ans, une enseignante à la retraite qui livrait maintenant des courses pour payer l'insuline de son mari. Elle était assise devant sa webcam dans une cuisine faiblement éclairée, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait son téléphone pour me montrer son emploi du temps. C'était un kaléidoscope de temps fracturé, 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, un trou de 3 heures en plein milieu de la journée où elle restait assise dans sa voiture parce que cela coûtait trop cher en essence pour rentrer chez elle. J'aimerais juste, m'a-t-elle dit, la voix brisée, que je puisse voir toutes mes applications en un seul endroit. J'aimerais savoir si prendre ce service du mardi me coûterait réellement de l'argent après l'essence. J'ai l'impression de diriger un bateau dans une tempête sans phare. Je ne fais que deviner où sont les rochers. Cette phrase m'est restée en travers de la gorge comme une arête de poisson. Diriger un bateau dans une tempête sans phare. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans la chambre d'amis du Penthouse, celle où Lucas n'entrait jamais parce qu'il disait que le matelas était trop ferme, et j'ai dessiné. J'ai dessiné des maquettes, non pas pour les entreprises, mais pour les Brenda. J'ai imaginé une interface qui n'extrayait pas de données, mais les protégeait. Un outil qui récupérait les horaires de toutes les différentes applications de travail précaires et les consolidait en un seul tableau de bord gérable, un système qui calculait les vrais salaires horaires après dépenses, un bouton de panique pour les fonds d'urgence. J'ai écrit le nom en haut du carnet de croquis au crayon fusain, Arborlight. Parce que c'était ce dont ils avaient besoin, un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité. Ma vie s'est divisée en 2 continents distincts et sans chevauchement. Sur le premier continent, j'étais Nora Van Waren. Je portais des chemisiers en soie et je m'asseyais dans les salles de conseil de Northline, hochant la tête pendant que mes patrons discutaient de stratégies de gamification pour garder les chauffeurs sur la route plus longtemps pour moins cher. Je rentrais à 18 h, me changeais en robe de cocktail et me tenais aux côtés de Lucas lors des vernissages et des galas de charité. J'ai appris à incliner la tête juste comme il faut quand sa mère parlait du fardeau de l'entretien de leur domaine des hantons. J'ai appris à sourire quand ses partenaires commerciaux me regardaient de travers pour parler à l'homme à côté de moi. Sur le second continent, qui n'existait qu'entre 22 h et 2 h du matin, j'étais Nora Callaway. J'attendais que Lucas s'endorme. Il dormait profondément, du sommeil d'un homme qui ne s'est jamais demandé si sa carte serait refusée. Une fois que sa respiration se régularisait, je me glissais hors du lit, en faisant attention de ne pas déranger les draps en coton égyptien. J'allais à la cuisine, je préparais une cafetière de café noir et j'ouvrais mon ordinateur portable personnel, une vieille machine de mes années d'université que je gardais cachée sous une pile de serviettes dans le placard à linge. Je n'étais pas une codeuse experte, mais je connaissais suffisamment la logique front-end pour construire un prototype. Pour le back-end, j'ai contacté 2 vieux amis de l'université, une ingénieure back-end nommée Sarah et un architecte de base de données nommé Marcus. Nous nous retrouvions sur Zoom en pleine nuit, leur visage brillant d'un bleu sur mon écran tandis que la skyline de New York scintillait de manière moqueuse derrière la fenêtre du Penthouse. « Tu es folle, Nora » a chuchoté Marcus une nuit, en tapant furieusement. « Si la famille de ton mari découvre que tu construis un outil syndical, ils vont avoir une attaque. »« Ce n'est pas un syndicat » ai-je chuchoté en retour, jetant un coup d'œil dans le couloir pour m'assurer que Lucas n'était pas réveillé. « C'est un outil de productivité. Nous aidons juste les gens à organiser leur calendrier. » C'est ça, Harry Sarah. Et Robin des Bois n'était qu'un planificateur financier. J'avais besoin d'argent pour payer l'espace serveur et les frais de constitution. Je ne pouvais pas toucher au compte joint. Le Family Office des Van Waren les auditait mensuellement. Au lieu de cela, j'ai pioché dans la petite réserve secrète que j'avais réussi à garder. C'était un mélange d'options d'achat d'actions d'un emploi précédent qui était devenu acquise des années auparavant et de l'argent de mes contrats freelance que j'avais mis de côté. Ce n'était pas beaucoup, environ 12 000 $ au total. J'ai engagé un avocat, pas un de ces avocats aux dents de requin du cabinet qui gérait le patrimoine des Van Waren, mais un type nommé Saul,
qui opérait depuis un centre commercial de Queens et sentait légèrement la cigarette mentholée. Vous voulez créer une LLC, avait dit Saul, regardant mon permis de conduire qui indiquait Nora Van Warren, puis le chèque qui indiquait Nora Callaway. Il n'a pas posé de questions. Il a juste pris le chèque. Nous avons déposé les papiers. Arbor Light LLC. Je savais au plus profond de moi que je marchais sur le fil du rasoir. Je me souvenais du sentiment de froid que j'avais eu en signant ce contrat de mariage. Tous les actifs. Conçus au cours du mariage. Techniquement, Arbor Light appartenait au trust familial Van Warren. Techniquement, je construisais un actif pour les personnes mêmes que j'essayais de combattre. Mais je me justifiais avec une logique émotionnelle désespérée. Je me disais que, parce que j'utilisais mon propre argent prénuptial, parce que je travaillais sur mon propre temps et parce que l'entreprise n'avait aucune valeur pour le moment, cela ne comptait pas. C'était une illusion dangereuse, la première de nombreuses erreurs que j'ai commises, mais j'avais besoin de cette illusion pour continuer. J'ai essayé d'en parler à Lucas une seule fois. C'était un dimanche matin. Il lisait un rapport sur les actifs en difficulté dans le secteur du transport maritime. Je buvais du café, mes yeux brûlants d'une session de codage de 4 heures la nuit précédente. Lucas, ai-je dit, en essayant de garder une voix décontractée. J'ai commencé à travailler sur un petit projet, une idée d'application que j'ai eue. Il n'a pas levé les yeux de son iPad. C'est bien, chérie. C'est quoi? Un organisateur de recettes? Non, ai-je dit, une bouffée d'irritation me chauffant la nuque. C'est pour les travailleurs précaires, pour les aider à gérer leurs revenus. Il a finalement levé les yeux, mais son regard était vide d'intérêt. Oh, ça a l'air sympa. Très charitable de ta part. Ce n'est pas de la charité, ai-je dit. C'est un modèle SaaS avec une base d'utilisateurs potentiels de 50 millions de personnes. Il a gloussé, un son qui se voulait indulgent, mais qui ressemblait à une caresse sur la tête. Ne te stresse pas avec ça, Nora. Si ça t'occupe et te rend heureuse, c'est super. Fais juste en sorte que ça n'interfère pas avec le gala de la semaine prochaine. Ma mère compte sur toi pour gérer le plan de table. Il a appelé ça mon hobby de codage. Il l'a classé dans le même dossier mental que le jardin d'orchidées de sa mère. Quelque chose d'agréable, d'inoffensif et finalement sans importance pour les vraies affaires du monde. Il n'a jamais posé de questions sur le modèle économique. Il n'a jamais posé de questions sur la pile technologique. Et parce qu'il n'a pas demandé, je ne lui ai pas parlé de la LLC. Je ne lui ai pas dit que j'avais mis mon nom de jeune fille, sur les documents de constitution. Son arrogance était ma cape d'invisibilité. 3 mois plus tard, nous avons lancé la version bêta. Ce fut discret. Pas de communiqué de presse, juste un lien posté dans quelques forums Reddit pour les chauffeurs Uber et les travailleurs de TaskRabbit. La première utilisatrice était une aide à domicile à Atlanta nommée Kesha. J'ai vu son compte se connecter sur mon tableau de bord à 3 heures du matin. Elle a entré 3 horaires de travail différents. L'algorithme a mouliné les chiffres et a signalé un conflit qui lui aurait coûté $50 en frais de retard. Elle a envoyé un message via le chat de support, qui est arrivé directement sur mon téléphone. Je ne sais pas qui a fait ça, mais merci. J'étais sur le point de quitter mon 2e emploi parce que je n'arrivais pas à suivre. Ça vient de sauver ma semaine. J'ai fixé ce message dans l'obscurité de la cuisine du Penthouse. J'avais assisté à des dîners où des hommes se serraient la main pour des contrats de 400 millions de dollars, et je n'avais rien ressenti. Mais en lisant ce texto d'une inconnue à Atlanta, j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Pour la première fois depuis que j'avais dit « oui » et perdu mon nom, j'ai eu l'impression d'exister. Je n'étais pas seulement la femme de Lucas Van Warren. J'étais la personne qui avait aidé Kesha à sauver sa semaine. Puis est venu un chauffeur de Phoenix, une femme de ménage du New Jersey, un graphiste freelance de Détroit. 10 utilisateurs sont devenus 50, 50 sont devenus 200. À mesure que Arbor Light grandissait, le fossé entre moi et Lucas s'élargissait. Il accédait au trône du Dominion. Il voyageait davantage, passant des semaines à Londres et à Hong Kong, négociant des acquisitions qui dépeçaient des entreprises. Quand il était à la maison, il était distant, son esprit toujours tourné vers la prochaine fusion. J'ai appris à me cacher. Quand j'entendais la porte d'entrée se déverrouiller, je claquais mon ordinateur portable et le glissais sous un magazine. J'ai complètement cessé de parler de mon petit projet. S'il demandait,
je disais simplement que je bricolais. Je suis devenu une experte pour orienter la conversation vers sa journée. Ses victoires, son génie. C'était un mécanisme de survie. S'il pensait que Harbor Light n'était rien, il n'y toucherait pas. S'il réalisait que c'était quelque chose, il le consumerait. Tout a culminé un mardi pluvieux de novembre. J'étais assise sur l'îlot de la cuisine. Le marbre était froid sous mes coudes. Le pantouse était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur Sub-Zero. Il était minuit. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Une notification de nos analyses back-end. Utilisateurs actifs mensuels, 1000. J'ai fixé le nombre. 1000 personnes. 1000 vies qui étaient légèrement moins chaotiques grâce à quelque chose que j'avais construit. 1000 personnes qui faisaient confiance à Nora Callaway. Pas à l'Empire Van Warren. J'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a presque donné le vertige. Je voulais crier. Je voulais courir dans la chambre, réveiller Lucas en le secouant et lui dire « Regarde, regarde ce que j'ai fait ». Mais alors j'ai entendu sa voix. Il était dans la chambre, au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Il était au téléphone, faisant les 100 pas. Sa voix portait clairement dans l'appartement silencieux. « Non », disait Lucas, son ton dur et impatient. Je me fiche des obligations de retraite. Structurez-le comme une entité à l'épreuve de la faillite. Nous dépouillons les actifs et laissons les passifs dans la coquille. L'accord vaut 2 milliards de dollars, Franck. Je ne vais pas laisser une bande de retraités se mettre en travers d'une acquisition de 2 milliards de dollars. J'ai regardé mon écran. 1000 utilisateurs. J'ai regardé vers le couloir, vers la voix de mon mari. 2 milliards de dollars. Les chiffres flottaient dans l'air entre nous, incompatibles et hostiles. Ils détruisaient des vies pour gagner des milliards. Je grappillais des centimes pour les sauver. J'ai tendu la main et touché l'écran de mon téléphone, traçant la courbe du 0 dans le nombre 1000. Je ne suis pas allé dans la chambre. Je n'ai pas partagé ma nouvelle. J'ai réalisé alors que nous n'étions plus seulement sur des continents différents. Nous nous battions dans des camps opposés d'une guerre dont il ignorait même le début. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai versé le reste de mon café froid dans l'évier et je suis allé dans la chambre d'amis pour dormir seul. Le voyant de notification de mon téléphone clignotait dans l'obscurité, une pulsation régulière et rythmée, comme un phare. L'invitation est arrivée sous l'apparence d'une faveur. Nous étions au refuge familial des Van Warren dans les Catskills, un domaine tentaculaire de bois et de verre dont l'entretien annuel coûtait plus cher que le PIB de la petite nation insulaire d'où venait ma colocataire d'université. Nous marchions au bord du lac, le gravier crissant sous nos bottes, quand Lucas m'a serré l'épaule. « Tu devrais présenter ton application au conseil demain matin », a-t-il dit nonchalamment, en faisant des ricochets avec une pierre plate sur l'eau. Juste un créneau de 15 minutes avant le déjeuner. Ça pourrait t'amuser papa. Qui sait, peut-être qu'il te donnera un peu de capital d'amorçage. Un peu d'argent de poche pour développer les choses. Il a fait sonner ça comme une présentation de maternelle. Il a fait sonner ça comme s'il me rendait service. Je suis resté debout jusqu'à 3 heures du matin dans la suite d'invités. J'ai repassé mon blazer bleu marine jusqu'à ce que les revers soient aussi tranchants qu'un rasoir. J'ai répété mes chiffres. Je n'ai pas traité cela comme une demande d'argent de poche. Je l'ai traité comme un pitch de série A. Je me suis dit que s'il voyait les données, s'il voyait les taux de rétention et le désespoir pur du marché que je servais, il respecterait l'entreprise. J'étais naïve. Je suis entré dans la fosse au lion avec un blazer de chez Zara, pensant que ma compétence était un bouclier. La salle de conférence du refuge était conçue pour intimider. Une table de 9 mètres en séquoia recyclé dominait le centre. Sur les murs, des photographies en noir et blanc d'ancêtres Van Warren morts regardaient d'un œil sévère et critique, des hommes qui avaient construit des chemins de fer, brisé des syndicats et acheté des sénateurs. Je me tenais à la tête de la table. Mes paumes étaient moites, mais ma voix était ferme. J'ai connecté mon ordinateur portable et projeté la présentation de Harbor Light sur l'écran. Bonjour, ai-je dit. L'économie des petits boulots connaît actuellement une croissance 3 fois supérieure à celle du marché du travail traditionnel. Cependant, le taux de rotation de ces travailleurs est supérieur à 60% par an en raison de l'instabilité financière. Harbor Light résout ce problème. Je leur ai présenté l'interface. Je leur ai montré l'algorithme de lissage des revenus. Je leur ai montré la fonction de fonds d'urgence.
Pendant les 5 premières minutes, le silence était respectueux. Puis les questions ont commencé. Ils n'ont pas posé de questions sur la pile technologique. Ils n'ont pas posé de questions sur la croissance des utilisateurs. L'oncle Preston, un homme qui contrôlait un portefeuille de biens immobiliers commerciaux à Chicago, s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir et a froncé les sourcils. Nora, tout cela est très touchant, mais ces gens, ces chauffeurs et ces femmes de ménage, à quel point leurs revenus autodéclarés sont-ils fiables? Sommes-nous essentiellement en train de construire un outil pour l'évasion fiscale? Non, ai-je dit, en gardant un ton égal. L'API tire directement des plateformes. Ce sont des revenus vérifiés. Cela les aide en fait à déclarer leurs impôts correctement. Et cette fonctionnalité ici, a dit tante Meredith, plissant les yeux vers l'écran à travers ses lunettes de créateur. L'outil de négociation communautaire. On dirait que vous les encouragez à se syndiquer. Pourquoi voudrions-nous apprendre aux domestiques à demander plus d'argent? Ce n'est pas un syndicat, ai-je expliqué, ma prise se resserrant sur le cliquet. C'est la transparence du marché. Des marchés efficaces nécessitent des participants informés. On dirait du socialisme avec une interface utilisateur, a marmonné un cousin nommé Bradley, provoquant une vague de gloussements autour de la table. J'ai regardé Lucas. J'ai regardé mon mari, l'homme qui m'avait encouragé à faire ça. J'avais besoin qu'il intervienne. J'avais besoin qu'il dise, regardez les chiffres de rétention. Regardez l'engagement. Lucas ne me regardait pas. Il parcourait ses emails sur son téléphone, son pouce se déplaçant rythmiquement contre le verre. Il n'a même pas levé les yeux quand il a parlé. Elle est un peu idéaliste sur la mission sociale, a dit Lucas, s'adressant à son père à l'autre bout de la table tout en regardant son écran. Mais ignorez la rhétorique, le pouvoir au peuple une seconde. La technologie est décente. Nous pourrions supprimer les fonctionnalités communautaires et réutiliser l'algorithme de planification comme un bonus produit pour la flotte logistique de Van Warren. Donner aux chauffeurs une petite application pour leur donner l'impression d'avoir le contrôle, les empêcher de passer chez FedEx. Je me suis figé. Bonus produit. Il parlait de vider mon entreprise de sa substance, de lui enlever son cœur et de la transformer en un outil de rétention pour les camions de livraison de sa famille. Intéressant, a dit Gregory Van Warren, levant enfin les yeux de ses notes. Si nous l'intégrons à la pile Dominion, nous pourrions probablement capturer les données des utilisateurs pour notre division de crédit à la consommation. Ces gens sont des emprunteurs à haut risque, connaître leurs revenus en temps réel serait précieux pour la branche de prêts prédateurs. Exactement, a dit Lucas. Il m'a finalement regardé en me faisant un clin d'œil. Tu vois, je t'avais dit qu'il trouverait un angle. J'ai terminé la présentation en pilote automatique. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps. Je leur avais apporté un outil pour sauver des gens qui se noyaient, et ils discutaient de la manière de leur vendre l'eau. J'ai rangé mon ordinateur portable avec des mains tremblantes et j'ai quitté la pièce. Ils n'ont même pas attendu que la porte se ferme pour passer à la conversation sur l'acquisition d'une mine de lithium au Nevada. Je suis allé aux toilettes pour m'asperger le visage d'eau froide. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de sortir de là. En redescendant le couloir vers la sortie, je suis passé devant la porte ouverte du salon. J'ai entendu la voix de Lucas. Il parlait à Sloan, sa cousine qui dirigeait la division logistique. Je me suis arrêté. Je me suis appuyé contre le mur, écoutant. Le pitch était un désastre, disait Sloan, sa voix vive et dédaigneuse. Elle pense qu'elle sauve le monde, Lucas. C'est adorable, mais c'est un handicap. L'idée est confuse. Bien sûr, a répondu Lucas. Je pouvais entendre le tintement de la glace dans un verre. Mais la base d'utilisateurs ne l'est pas. Elle a mis 500 utilisateurs actifs qui font aveuglément confiance à cette plateforme. Si nous intégrons Arborlight dans la pile Van Warren, nous aspirons tous ces utilisateurs dans notre écosystème. Nous tuons les plateformes concurrentes en les privant de main-d'œuvre. Nous n'avons pas besoin de sa mission. Nous avons juste besoin du code. C'est tel que c'est le plan? A demandé Sloan. Nora? Lucas a ri. C'était un son sec et creux. Nora veut juste une bonne note. Je vais faire rédiger un accord de transition par les avocats. Nous le présenterons comme un partenariat stratégique. Elle obtient un titre, nous obtenons la propriété intellectuelle. Elle sera tellement heureuse que nous la prenions au sérieux. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Je suis parti.
Je n'ai pas couru. J'ai marché avec les pas précis et lourds de quelqu'un qui venait de se réveiller d'un très long coma. L'email est arrivé le lendemain matin. J'étais assise sur la terrasse, buvant un café qui avait un goût de cendre. Mon téléphone a sonné. C'était du service juridique de Van Warren Dominion. Objet, alignement stratégique, consolidation de l'API, Arborlight. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était formaté comme une lettre de félicitations. Elle parlait de synergie et de ressources. Elle proposait de placer Arborlight sous l'égide du groupe de produits stratégiques de Van Warren. On me donnerait le titre de consultante fondatrice. Il y avait une prime à la signature de 50 000 $. Et puis, à la page 3, la clause qui m'a glacé le sang, conformément au contrat de mariage signé le 14 août 2020, toute propriété intellectuelle développée pendant le mariage est reconnue comme un actif de la communauté conjugale, soumise à la gouvernance du trust familial Van Warren. Cet accord sert à formaliser le transfert des 10 actifs à la société holding Dominion. Il n'achetait pas mon entreprise. Il prétendait qu'il la possédait déjà. Il me demandait juste de signer le reçu. Ce soir-là, de retour à notre pentouse en ville, Lucas est entré dans la cuisine. Il sifflotait. Il avait un dossier à la main. J'étais debout près de l'îlot, en train de couper un citron. Le couteau était tranchant. Je me suis concentré sur le zeste jaune, le coupant en fines rondelles parfaites. « Salut », a dit Lucas, posant le dossier sur le comptoir. « Super week-end, non ?» Papa a été impressionné. Il pense que l'application a du potentiel si on la réoriente. Il a ouvert le dossier. Il a débouché un stylo Montblanc et l'a posé sur le papier, la plume pointée vers moi. « Les avocats ont envoyé ça », a-t-il dit, sa voix légère. Ça formalise juste tout. Ça fait entrer Arborlight dans les murs du château. Tu reçois un joli petit paiement, et tu n'as plus à t'inquiéter des coûts de serveur ou des procès. Les grands s'en occuperont. J'ai arrêté de couper le citron. Je me suis essuyé les mains sur une serviette. Je l'ai lu, ai-je dit. Ça transfère la pleine propriété au trust. Ça me retire le poste de PDG. Lucas a semblé confus, comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Eh bien, oui, techniquement, mais tu es toujours la consultante fondatrice. Ça fait bien sur un CV, Nora. En plus, tu sais que tu détestes les trucs juridiques. Tu te souviens à quel point tu étais stressé pour la déclaration de la LLC? Laisse-moi te soulager de ce fardeau, a-t-il dit en tapotant le papier. Signe, c'est tout. C'est standard. Je ne signe pas, ai-je dit. Le silence qui a suivi était absolu. Le réfrigérateur bourdonnait. Le bruit de la ville à l'extérieur était un rugissement sourd. Le sourire de Lucas n'a pas disparu, mais il a changé. Il a perdu sa chaleur. Il est devenu fixe, comme un masque qui avait légèrement glissé de travers. « Excuse-moi », a-t-il dit. « Je ne signe pas », ai-je répété, ma voix plus forte. « Je dois l'examiner. Je dois réfléchir à la direction du produit. La base d'utilisateurs me fait confiance, Lucas. Si nous nous réorientons vers l'exploration de données pour des prêts prédateurs, je les perds. » Lucas a soupiré. Il a pris le stylo et l'a tapoté rythmiquement contre le comptoir en granit. Clic, clic, clic. Nora, a-t-il dit, son ton baissant d'un octave. Il avait l'air de parler à un enfant lent. Soyons réalistes. Tu as construit un joli prototype, mais sans le nom Van Warren, sans notre infrastructure, ce n'est rien. C'est un passe-temps. Nous t'offrons de transformer ton passe-temps en entreprise. C'est déjà une entreprise, ai-je dit. C'est une distraction, a-t-il rétorqué. La façade s'est fissurée, son visage s'est empourpré d'une irritation soudaine. Regarde autour de toi, Nora. Regarde cet appartement. Regarde la vie que tu mènes. Qui paie pour les vêtements? Qui paie pour les voyages? Qui t'a donné le temps de t'asseoir et de coder ce petit truc? Il s'est penché, ses mains agrippant le bord du comptoir. Nous t'avons tout donné, a-t-il sifflé. La sécurité, le statut, un nom de famille qui ouvre vraiment des portes, et maintenant tu veux accumuler cette seule petite chose après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est égoïste, Nora. C'est incroyablement ingrat. Il a de nouveau poussé le papier vers moi. Le papier a glissé sur la pierre lisse et s'est arrêté à quelques centimètres de ma taille. Signe le papier, a-t-il dit.
Ne rends pas les choses difficiles. Le contrat de mariage le couvre de toute façon. Ce n'est que de la politesse. Ne me force pas à cesser d'être poli. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé son visage. J'y ai vu le mépris. Il ne voyait pas une partenaire. Il ne voyait même pas sa femme. Il voyait un actif qui fonctionnait mal. Il voyait un animal de compagnie qui avait oublié son dressage. Il m'avait exhibé devant sa famille comme un chien savant marchant sur ses pattes arrière. Et maintenant que le tour était terminé, il voulait reprendre la friandise. J'ai mal à la tête, ai-je menti. J'ai repoussé le dossier vers lui. Je regarderai ça demain. Lucas m'a fixé pendant un long moment. Il m'évaluait, calculant s'il devait insister. Finalement, il s'est redressé. Il a rebouché le stylo avec un claquement sec. Très bien, a-t-il dit froidement. Demain. Mais ne fais pas traîner ça. L'équipe juridique attend. Il est sorti de la cuisine sans se retourner. Je suis resté là, ma main planant au-dessus des rondelles de citron. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai regardé le couteau sur le comptoir. J'ai regardé le reflet de la ville dans la fenêtre sombre. Le bandeau était tombé. Le conte de fées était mort. Je n'étais pas la princesse dans la tour. J'étais la prisonnière et il venait de commettre l'erreur de me montrer la serrure. J'avais besoin d'une arme. Alors je suis allé dans un café de Brooklyn qui sentait les grains brûlés et la laine humide. C'était l'antithèse du monde des Van Warren. Il n'y avait pas de serveur en veste blanche, pas de verre en cristal, et le seul art sur les murs était une collection d'affiches publicitaires pour des leçons de guitare et des chats perdus. Je me suis assise dans une banquette au siège en vinyle et cahier, serrant une enveloppe manie qui contenait toute ma vie financière et juridique. En face de moi était assise Avery Klein. Avery était une légende dans certains cercles, spécifiquement les cercles de personnes qui avaient été mâchées et recrachées par le monde de l'entreprise. Elle avait été la meilleure amie de ma colocataire d'université, une boursière qui avait gravi les échelons de la faculté de droit avec un couteau entre les dents. Elle ne travaillait pas dans une tour de verre. Elle travaillait depuis le sous-sol d'une brownstone. Et elle se spécialisait dans les cas de David contre Goliath, sauf qu'elle préférait armer David d'un lance-roquette plutôt que d'une fronde. Elle lisait mon contrat de mariage. Ses yeux, encadrés par d'épaisses lunettes noires, parcouraient les pages à la vitesse d'une machine. Elle ne buvait pas son café. Elle tournait juste les pages. Clac. 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 Finalement, elle s'est arrêtée. Elle a levé les yeux vers moi. C'est brutal, Nora, a-t-elle dit de sa voix rauque. C'est un document de capture standard de Van Warren. Ils ne veulent pas seulement protéger leurs actifs. Ils veulent coloniser préventivement ton cerveau. Techniquement, si tu as une idée géniale sous la douche, ils possèdent l'eau, le savon et la bulle de pensée. Je sais, ai-je dit, fixant mon latte froid. Lucas veut que je signe un accord de transfert demain. Il dit que ce n'est qu'une formalité. Ce n'est pas une formalité. C'est un massacre, a dit Avery. Elle s'est penchée en arrière, croisant les bras. Mais voilà le truc avec les contrats arrogants écrits par des hommes arrogants. Ils supposent une domination totale, alors ils deviennent paresseux avec les définitions. Elle a tapoté un paragraphe à la page 12. Tu vois ça? Il définit les biens matrimoniaux comme des actifs mélangés avec des fonds familiaux ou développés en utilisant des ressources familiales substantielles. Mais tu m'as dit que tu avais constitué Arbor Light en utilisant ton compte d'épargne prénuptiale, celui que tu n'as jamais fusionné. Oui, ai-je dit. 12 000 $ de mon travail en freelance avant le mariage. Et tu n'as jamais utilisé un ordinateur portable Van Warren, jamais utilisé leur Wi-Fi pour des commis de code, jamais utilisé un avocat de la famille pour la création de la LLC? Jamais, ai-je dit. J'ai utilisé mon vieil ordinateur portable de l'université. J'ai utilisé un point d'accès personnel. J'ai engagé un type nommé Saul dans le Queens. Avery a souri. C'était un sourire terrifiant. C'était le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Alors nous avons une voie, a-t-elle dit. Elle est étroite et pleine de verres brisés, mais nous pouvons y faire passer un camion si nous sommes rapides. Elle a sorti un bloc-notes légal et a débouché un stylo à billes bon marché. Voici la stratégie, a dit Avery, en dessinant une série de boîtes. Nous ne combattons pas le contrat de mariage directement. C'est une bataille perdue d'avance.
Au lieu de cela, nous changeons la nature de l'actif pour qu'il devienne toxique pour eux à toucher. Toxique, ai-je demandé. Nous restructurons Arborlight, a-t-elle expliqué, en traçant une ligne de la première à la deuxième boîte. Actuellement, c'est une LLC. Nous la convertissons immédiatement en une société à mission, une PBC. C'est une structure d'entreprise spécifique qui oblige légalement l'entreprise à prioriser une mission sociale sur le profit des actionnaires. Elle a lourdement encerclé la boîte. Van Warren Dominion est une société de capital investissement prédateur, a poursuivi Avery. Leur statut les oblige légalement à maximiser le profit. S'il acquiert une PBC qui est légalement tenue de sacrifier le profit pour le bien social, ils déclenchent un procès d'actionnaires au sein de leur propre famille. C'est comme donner du pain à l'ail à un vampire. Ils ne peuvent littéralement pas le digérer. J'ai senti une étincelle d'espoir, chaude et brillante. D'accord, donc nous devenons une PBC. Quoi d'autre? Nous te diluons, a-t-elle dit. Nous émettons 10 millions d'actions. Nous en allouons 80% à un fonds de participation communautaire, essentiellement une boîte verrouillée pour les utilisateurs. Tu gardes 20%. Mais nous mettons tes 20% dans un trust irrévocable, le Callaway Impact Trust. Mais le contrat de mariage dit qu'il possède mon trust, ai-je fait remarquer. Pas si le trust a un pare-feu de conflit d'intérêts, a dit Avery. Elle s'est penchée plus près. Et c'est là que nous avons besoin que Lucas soit Lucas. Elle a ouvert sa mallette et en a sorti un document fin et anodin. Il ressemblait au genre de paperasse administrative ennuyeuse que vous recevez lorsque vous vous inscrivez à une salle de sport ou ouvrez un compte courant. Ceci, a dit Avery en le glissant vers moi, est une renonciation au conflit d'intérêt conjugal. J'ai lu le titre. Renonciation à l'intérêt bénéficiaire et aux droits de gouvernance concernant l'emploi du conjoint dans des entités en phase de démarrage à haut risque. Ça a l'air ennuyeux, ai-je dit. C'est le but, a dit Avery. C'est conçu pour ressembler à de la paperasse de conformité standard. En gros, ça dit que parce que Arborlight est une entité à haut risque et de faible valeur, le conjoint accepte de renoncer à toute responsabilité et à toute réclamation sur celle-ci pour protéger ses propres actifs d'être poursuivis si ta petite application fait faillite. Elle a tapoté le papier. Les hommes comme Lucas Van Warren sont terrifiés par la responsabilité, a-t-elle dit. Ils sont terrifiés d'être poursuivis parce que le petit hobby de leur femme plante. Si tu présentes cela comme une protection pour lui contre tes problèmes, il le signera. Il ne lira pas le paragraphe qui dit qu'il renonce également à toutes les futures réclamations sur la propriété intellectuelle. Il verra juste renonciation à la responsabilité et pensera qu'il est malin. J'ai regardé le papier. Il semblait lourd dans ma main. Cela semblait trompeur. Est-ce correct? Ai-je demandé, ma voix faible, de le piéger? Le visage d'Avery s'est adouci, mais seulement légèrement. Elle a tendu la main sur la table et a saisi la mienne. Sa poignée était forte, calleuse. Nora, a-t-elle dit fermement. Ils t'ont invité à un refuge pour voler ton entreprise. Ils ont qualifié l'œuvre de ta vie d'album d'autocollant. Ils ont rédigé un contrat qui prétend qu'il possède les pensées à l'intérieur de ta tête. Tu ne le pièges pas. Tu lui tends juste un miroir de sa propre arrogance. S'il se donnait la peine de te respecter assez pour lire ce que tu lui donnes, il ne le signerait pas. S'il le signe à l'aveugle, c'est son choix. J'ai pensé au rire à table. J'ai pensé à la façon dont Lucas regardait son téléphone pendant que je présentais. J'ai pensé au bonus produit pour ses camions de livraison. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Je suis rentré ce soir-là avec le document glissé dans un dossier de factures de services publics et de formulaires fiscaux. Le Pantouz était calme. Lucas était dans le salon, regardant Bloomberg sur l'immense écran plat. Il avait un verre de scotch dans une main et son téléphone dans l'autre. Il avait l'air détendu, le maître de son domaine. « Salut », a-t-il dit sans lever les yeux. « Tu as déjà signé cet accord de transfert ? Les avocats me harcèlent. Je suis en train de regarder, ai-je dit en entrant dans la pièce. J'ai gardé ma voix décontractée, presque ennuyée. Mais ma petite équipe de conformité, tu sais, Saul, ce type dans le Queens, il panique à propos de la responsabilité. Lucas a reniflé. Responsabilité pour quoi? Violation de copyright d'emoji? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Je me suis assise sur le canapé à côté de lui, plaçant le dossier sur la table basse. Apparemment, parce que Arborlight traite des données d'utilisateurs,
si nous sommes poursuivis, il pourrait s'en prendre à tes biens personnels. Saul dit que comme nous sommes techniquement encore des entités distinctes jusqu'à ce que le transfert soit fait, tu dois signer une renonciation disant que tu n'es pas responsable de mes plantages de serveurs. J'ai sorti le document qu'Avery avait rédigé. Il semblait si fin, si insignifiant à côté de son verre de scotch. C'est juste un truc de conflit d'intérêts, ai-je ajouté en haussant les épaules. En gros, ça dit que tu ne diriges pas l'entreprise, donc tu ne peux pas être poursuivi si elle échoue. Lucas a roulé des yeux. Il a posé son verre. Mon Dieu, les avocats sont des parasites, a-t-il marmonné. Même ceux des centres commerciaux. Il a attrapé le papier. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. Lis-le, une partie de moi criait, lis-le et vois que je me bats. Mais il ne l'a pas lu. Il a jeté un coup d'œil au titre, renonciation à la responsabilité. C'était le mot-clé qu'il aimait. Il a parcouru les 2 premières lignes, a vu les mots, indemniser, et, tenir indemne, et s'est arrêté. Donc ça garde juste tes problèmes hors de mon bilan, a-t-il demandé. Exactement, ai-je dit. Garde mes problèmes pour moi. Bien, a-t-il dit. Il a sorti un stylo en or de sa poche, un stylo qui coûtait plus cher que ma première voiture, et a griffonné sa signature en bas. Il n'a même pas tourné la page pour voir le bloc de notarisation. Voilà, a-t-il dit en jetant le papier sur la table. C'est fait. Maintenant, dis à Saul de se détendre et de signer l'accord de transfert demain. Je veux que ce soit réglé avant le week-end. Je le ferai, ai-je dit. J'ai ramassé le papier. Mes mains tremblaient, mais je les ai cachées en serrant le dossier contre ma poitrine. Merci, Lucas. Tu me sauves la vie. Je sais, a-t-il dit en se tournant vers la télévision. Je le fais toujours. Je suis sorti de la pièce. J'ai descendu le couloir jusqu'à la chambre d'amis et j'ai verrouillé la porte. J'ai mis le document dans une nouvelle enveloppe, les scellé et les mis dans mon sac. Demain matin, un coursier l'apporterait au coffre-fort d'Avery. C'était fait. Le piège était tendu. Je suis resté allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant la ville respirer. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. La culpabilité que je m'attendais à ressentir n'était pas là. À la place, il y avait une clarté froide et dure. Vers 2 heures du matin, Lucas est venu se coucher. Il sentait le scotch et le savon cher. Il est monté à côté de moi, me tournant immédiatement le dos. Un instant plus tard, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Il a illuminé la pièce sombre d'une lueur blanche et dure. Je suis resté immobile, faisant semblant de dormir, mais mes yeux étaient ouverts. Je pouvais voir l'écran clairement. C'était un message de Mara Ellis. Allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant la ville respirer. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. La culpabilité que je m'attendais à ressentir n'était pas là. À la place, il y avait une clarté froide et dure. Vers 2 heures du matin, Lucas est venu se coucher. Il sentait le scotch et le savon cher. Il est monté à côté de moi, me tournant immédiatement le dos. Un instant plus tard, son téléphone a vibré sur la table de nuit. Il a illuminé la pièce sombre d'une lueur blanche et dure. Je suis resté immobile, faisant semblant de dormir, mais mes yeux étaient ouverts. Je pouvais voir l'écran clairement. C'était un message de Mara Ellis. Mara, j'ai hâte de célébrer l'acquisition. Tu mérites une victoire, beau gosse. On se voit au bureau. Suivi d'un emoji clin d'œil. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il célébrait le vol de mon entreprise avec une autre femme. Il planifiait son tour de victoire avant même que la course ne soit terminée. J'ai fermé les yeux. La dernière once d'hésitation que j'avais à propos du document que je venais de lui faire signer s'est évaporée. Je n'étais plus seulement une épouse. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais la PDG d'une société à mission. Et je venais de conclure l'affaire la plus importante de ma vie. La première fissure dans la façade de porcelaine de mon mariage est apparue un mardi. Ça n'a pas commencé par un cri ou un vase jeté. Ça a commencé par une odeur. Lucas est rentré à 23 heures, prétendant avoir été à un dîner de clôture pour l'affaire de l'autorité portuaire. Il est entré dans la chambre pendant que je lisais,